Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. La maladie de Huntington, c'est une maladie rare qui touche environ entre 6 à 8 000 personnes en France, qui a la même prévalence un peu partout dans le monde et qui est classée dans la famille des maladies neurodégénératives, même si maintenant de plus en plus on dit plutôt neuroévolutive, ce qui est intéressant d'ailleurs comme progression. Elle est génétique, elle est très héréditaire. C'est-à-dire qu'elle ne saute pas de génération. Quand on a un parent malade, on a une probabilité sur 2 d'être touché à son tour. Et elle a comme symptômes principaux trois choses différentes. Un problème moteur qui s'appelle la chorée, qui vient du grec choréa, qui veut dire danse. Et qui est en fait des mouvements qui ne se contrôlent pas et qui partent dans tous les sens de tout le corps. Et puis elle donne aussi des symptômes cognitifs très importants, progressifs mais très invalidants en fait, qui entraînent des modifications de la manière dont on pense et dont on s'organise dans la vie, et notamment un ralentissement cognitif. Et puis tout ça entraîne des difficultés psychologiques et voire même psychiatriques selon les personnes, avec des angoisses et des souffrances psychologiques très très importantes. Et puis une perte de l'autonomie, car c'est une maladie qui impacte des personnes au beau milieu de leur vie d'adultes, entre 30 et 55 ans en moyenne. Et selon les cas, ça évolue plus ou moins vite. On parle d'une douzaine d'années en moyenne à partir du moment où on la déclenche, mais on voit des personnes qui vivent avec pendant 30 ans aussi. Et qui donc, à la fin, se retrouvent vraiment en situation de grand handicap et de dépendance, puisqu'ils ne peuvent plus bien marcher, ils ne peuvent plus bien parler, ils ne peuvent plus bien avaler, parce que tout le système aussi laryngo-pharyngé est touché. Mais c'est surtout une maladie qui évolue de manière extrêmement différente d'une personne à l'autre, y compris dans une même famille, parce que donc, je l'ai dit, elle est héréditaire, donc elle touche au sein d'une famille, statistiquement, 50% des membres d'une famille. Donc c'est vraiment très particulier parce que vous avez au sein d'une même famille des cousins touchés, un arrière-grand-père, puis une grand-mère, puis un papa ou une maman, puis vous êtes vous-même du coup à risque si vous avez un papa ou une maman touchée. Ça veut dire à risque d'avoir hérité du gène, parce que c'est une maladie qui est causée par un gène, ou plus exactement une mutation génétique qu'on a localisée de manière très précise il y a 20 ans, ce qui a occasionné la possibilité de faire un test génétique qui permet donc à ces personnes à risque, si elles le souhaitent, à partir du moment où elles ont 18 ans ou plus, de savoir si elles sont porteuses du gène. Et si elles sont porteuses de ce gène, ça veut dire qu'elles le développeront à coup sûr dans leur vie, parce que c'est un gène à dominance, à pénétrance complète, c'est-à-dire s'il est là, il s'exprimera. Donc bon, voilà. Donc c'est ça la maladie d'Huntington, qui génère beaucoup de peur, en fait, d'incompréhension, ce qui peut se comprendre parce que c'est une maladie complexe à appréhender, mais aussi beaucoup de peur, et parfois de peur anticipatoire, c'est-à-dire que pendant longtemps on a dit que c'était la pire des maladies, et encore aujourd'hui on peut entendre ça. Mais évidemment, grâce au progrès de sensibilité, de compréhension qu'on a à son égard, j'espère qu'on est en train de transformer cette histoire en ce moment. Alors pourquoi moi je me suis intéressée à la maladie d'Huntington, c'est parce que j'étais moi-même concernée. En fait, je ne connaissais rien à cette maladie, je ne savais absolument pas qu'elle existait dans ma famille, jusqu'à ce que on finisse par comprendre qu'en fait notre maman, parce qu'on est 3 sœurs, en était atteinte. Et elle ne nous l'avait jamais dit, elle ne nous l'a jamais dit d'ailleurs.
Mais nous, on voyait qu'à partir de sa 50e année, il y avait des choses bizarres dans sa manière d'être, tout simplement, dans sa manière de marcher, de parler. On avait l'impression qu'elle était ivre du matin au soir, alors qu'en fait, elle n'était pas du tout ivre. Ça donnait cette impression comme ça de chalouper. Elle avait aussi des humeurs vraiment très spectaculaires, des crises de colère qui pouvaient être liées à un contexte, mais qui étaient avec des proportions vraiment particulièrement intenses. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait par ailleurs des événements de vie qui faisaient qu'elle était déprimée, donc on se disait, bon, bah, c'est une dépression, mais carabinée. Mais elle ne nous en disait pas plus, et bon, au bout d'un moment, on a vu que ça... Vous savez, les troubles neurologiques, c'est un truc qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais on sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal, quoi. Et on se disait, il y a un truc qui ne va pas. Puis à force d'en parler avec les cousins, les cousines, etc., on a eu comme ça une parole un jour, on nous a dit, mais il paraît qu'il y a une maladie qui traîne dans la famille, qui s'appelle Huntington. Et moi, à ce moment-là, mon premier réflexe, c'était évidemment de regarder sur Internet ce que c'était. Et là, je suis tombée de ma chaise, quoi, parce que c'est vraiment apprendre ce que c'est. D'abord, que c'est une maladie qui ne se guérit pas, donc vis-à-vis de sa propre mère, mais aussi que nous, on est à risque à une probabilité sur 2, et qu'en plus, si on est porteur, les enfants, parce que parmi mes sœurs, elles ont fait des enfants, eux aussi, du coup, sont à risque. Donc c'est absolument vertigineux, ce moment-là. Et puis, on était en même temps très embêtés vis-à-vis de notre propre mère, parce qu'on sentait qu'elle ne nous en avait jamais parlé, que c'était pas pour rien, qu'il y avait une forme de non-dit immense, là. Et on ne savait pas comment s'y prendre pour lui faire comprendre qu'on savait. Enfin, on était dans un pataquès de secrets. Et puis là, c'est là où c'est bien d'être dans des fratries où il y en a des plus braves que d'autres, parce que c'est la sœur du milieu, ma grande sœur, a dit, bon allez, on arrête de tourner autour du pot. Elle est allée la voir avec une bouteille de champagne. Elle dit, voilà, écoute, on sait qu'elle a la maladie d'Huntington, on a compris en fait que tu en es vraisemblablement atteinte. Écoute, on ne t'en veut absolument pas, mais par contre, on a tellement de choses à se dire à partir de maintenant. Et là, la réaction de notre mère, ça a été tout de suite un immense soulagement, parce qu'elle était pétrifiée à l'idée qu'on le sache. Pas vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'elle se disait, cette annonce, ça va les bloquer à vie, ça va les empêcher de faire des choix de vie normaux. Et elle voulait nous protéger de ça. Et c'est quelque chose qu'on a compris. Je veux dire, on peut se mettre à sa place et comprendre que c'est vraiment un truc impossible à dire à ces gamins, même si elles sont grandes, si elles ont 30 et quelques. Mais voilà, tu risques de... Enfin, il m'arrive ceci, et il y a une chance sur 2 que tu l'aies à ton tour. C'était impossible pour elle. Mais à partir du moment où on en a parlé et que c'est sorti, ça a été merveilleux, parce qu'on a compris beaucoup mieux ce qui lui arrivait, évidemment. Tout d'un coup, on a été déniaisés par rapport à tout ça. Et notre relation s'est aussi énormément améliorée avec elle, parce que, évidemment, comme on ne comprenait rien, jusqu'à présent, on se disait juste qu'elle elle est en train de vieillir épouvantablement, elle a un caractère de chien, etc. Alors qu'en fait, non, elle était prise dans des difficultés qui étaient sa maladie qui démarrait. Elle était complètement en train de changer de manière de penser, de fonctionner, avec des assauts d'angoisse, parce que ça veut dire que changer, c'est quitter un mode ancien. Et c'est pas encore être dans un mode nouveau de manière de fonctionner. Donc c'est des moments où vous êtes totalement égaré et que vous pouvez même pas expliquer quel est le problème, et vous sentez juste que vous êtes en panne et que vous comprenez rien, que vous vous sentez nul, que les gens vous parlent, parfois vous comprenez rien, ça va trop vite, vous êtes dans un travail qui vous demande évidemment d'avoir une cadence comme avant, et vous n'y arrivez plus, et vous comprenez, vous devenez à moitié cinglé. Et donc ça, c'était l'expérience de la plupart des Huntington qui ne savaient pas ce qui leur arrivait, et c'est encore l'expérience des Huntington qui savent, qui démarrent la maladie, mais qui sont très peu accompagnés au début, au déclenchement. Et nous, on a eu des clés, on est allé les chercher, mais ça n'a été pas facile parce qu'il y en avait très peu. Et donc, autour de
de cette histoire. Au fond, c'est dans Huntington, les membres de notre famille qui sont touchés sont nos professeurs en fait. Alors parfois on a des exemples où c'est très difficile et du coup c'est des professeurs qui essaiment une perception de la maladie qui fait très peur en effet. Et d'autres fois, ce qui est notre cas, même si c'est très compliqué avec ma maman qui est toujours là, hein, qui continue de nous guider, mais c'est une forme, on a de la chance dans notre famille, c'est une forme, en tout cas pour elle, qui a commencé relativement tard et donc qui est relativement douce dans son expression. Elle a 72 ans, elle est toujours là, je l'appelle tous les jours, on discute, je veux dire, ce qui est très... Ça va pas de soi avec Huntington, même si elle parle très lentement et qu'elle a une pensée qui est très précise, mais qui n'a plus du tout la même manière de se développer. Et ça, une fois on a mis des années, mais une fois qu'on a compris ça, ça se passe très très bien avec elle. Et moi, je fais plus jamais la comparaison avec qui elle était avant. Maintenant, c'est ma maman comme ça. Et j'en veux pas d'autre, pour tout l'heure du monde. La problématique du secret, ça je peux en parler, elle est vraiment présente encore aujourd'hui énormément dans cette maladie parce que pour des tas de raisons, il y a eu vraiment aussi une honte attachée à cette maladie. On se disait c'est les fadas de la famille, hein, c'est les fous furieux, etc. Il y avait aussi que c'était, au-delà de ça, c'était aussi incompréhensible. Donc, tout ce qui est incompréhensible est très compliqué à communiquer. Puis il y avait c'était comme de maudire finalement les uns ou les autres. Donc une malédiction, on a du mal à en parler comme ça, parce que c'est comme si on la proférait d'une certaine manière. Mais donc le secret, il est encore vraiment beaucoup là aussi, comme une manière de se dire tant qu'on n'en parle pas, c'est pas là. Et ça, comme quelque chose qui fait très peur, on peut tout à fait comprendre qu'il y a une manière, si on veut se concentrer sur le reste de la vie, si on est dans des projets avec de faire une famille, d'avoir un métier, une carrière, une vie belle, etc., d'inclure l'idée d'Huntington là-dedans, c'est quasiment... ça demande une invention, en fait. Parce que sinon, c'est juste horrible. Ça, on a l'impression qu'on écrase avant même de commencer les projets. Alors que si on se dit qu'Huntington, c'est pas quelque chose qui va nous limiter pour tout, en tout cas bien sûr que ça va nous contraindre et nous limiter sur beaucoup de choses, mais que ça va également nous amener à faire un trajet très très très... en effet complètement différent des autres, mais très intéressant aussi, qui est celui de la connaissance profonde de qui on est et de qui on est en train de devenir. À ce moment-là, on peut s'équiper aussi à l'avance, finalement, pour faire de sa vie une vie avec Huntington, mais aussi une très belle vie. Alors on est en retard par rapport à une telle manière de prendre les choses, mais on sent que c'est mûr. Que le secret il est là de moins en moins, que les gens maintenant, surtout la jeunesse, ça en a dit, il y en a marre du secret, ça nous fait plus de mal que de bien. Certes, il faut se protéger par rapport aux conséquences sociales et professionnelles, parce qu'il y en a de la maladie d'Huntington. Mais il faut aussi pouvoir avoir une certaine... en tout cas, il faut vaincre la honte et avoir peut-être une certaine fierté aussi de pouvoir dire « je suis huntingtonien, je n'ai pas honte de l'être et je compte bien en faire quelque chose de bien dans ma vie parce que je ne regrette pas d'être née, disons-nous, nos amis huntingtoniens et moi. » Alors bien sûr, pour l'entourage, c'est plus compliqué. Comme souvent dans les maladies comme ça, finalement... c'est bête de parler en plus et moins, est-ce que c'est plus difficile pour les proches, moins pour les personnes malades. Ce qui est certain, c'est que huntingtonien, quand on est dans ce devenir, on passe par des moments terribles, très très difficiles, mais au bout d'un moment, on s'adapte parce qu'on y est, quoi, et donc on est devenu ça, et donc on n'est pas en train de comparer tout le temps avec avant. Alors que pour les proches qui ne sont pas dans le centre de cette expérience vécue, ils le vivent toute la journée en étant proches, mais ce n'est pas leur repère intime, cette histoire, parce qu'ils ne sont pas en train de devenir malades. C'est compliqué à suivre. Et là aussi, ça demande tout un trajet,
hein, comme le chat qui, lui, a vraiment pas de mal à me suivre parce qu'il est toujours là. Ça demande tout un trajet. Ça demande, en fait, que tout le monde se mette à bouger avec cette histoire. Les malades, leurs proches, pour qu'ils puissent se dire, il va falloir que j'arrête de comparer avec avant. Or, je ne sais pas très bien où on va, mais il faut que je fasse confiance dans la capacité, quand on aime les gens, quand on est proche, à maintenir ce lien et que ce lien nous apprenne en fait à s'adapter à cette histoire, à composer avec elle, à être en harmonie avec elle. Et ça passe peut-être par des moments où on est absolument furieux et triste, c'est bien normal, mais je crois qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à accepter que c'est un mouvement qu'il va falloir prendre, parce que sinon on va rester à côté du flux et on va juste être très malheureux et seul. Et en effet, l'a abandonné. Alors, on est contraint par ça. Et c'est une contrainte fabuleusement difficile, mais bon. Nous, on ne se pose plus beaucoup la question. Au bout d'un moment, on se dit, on y est. Donc, il faut faire avec ça. Alors, voilà. Les choses sont en train un petit peu de changer, mais c'est vrai qu'au moment où moi, j'ai su que j'étais donc à risque, il existait ce test, hein, parce qu'il y a toujours... ce test existe depuis 20 ans. Et je me suis posé la question, évidemment tout de suite, toutes ces questions se posent en même temps. Et la première, c'est très vite, c'est est-ce que je passe ou pas ce test? Alors c'est très compliqué à décrire ce moment où normalement on devrait avoir 22 cerveaux pour penser convenablement, on n'en a qu'un. Et il est face à une question qui n'a jamais été posée pour un humain en fait. Donc savoir qu'on peut développer la maladie alors qu'il n'y a pas de traitement, etc. Savoir qu'ensuite, peut-être pour ses enfants, moi je n'ai pas d'enfants, donc ça c'était déjà un problème de régler. Mais si j'en avais eu, c'était évidemment une autre question qui se posait. Comment vous la posez-vous sereinement? Cette question, c'est mission impossible. Et donc moi, je suis montée en ébullition de moi-même pendant quelques mois. Ça veut dire que je suis passée par toutes les phases. Je voulais plus. J'étais sûre que j'étais malade. Après, j'étais sûre que je ne l'avais pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je ne vais pas supporter ce doute. Ça tient beaucoup à ma personnalité. Je ne vais pas pouvoir concevoir de projets solides si je n'ai pas la certitude en question. Au fond, la science détient une vérité sur cette histoire. Je vais aller la chercher. Et là, j'ai cessé de réfléchir parce que j'avais peur de changer d'avis. Donc, j'ai un peu été vite. J'ai blindé, donc j'en ai parlé à ma mère, bien sûr, qui m'a dit « Oh là là, attends, prends ton temps, vraiment, il faut que tu prennes ton temps. » Et là, j'ai évidemment désobéi, parce que c'était hors de question. Une fois que vous avez pris cette décision, vous avez envie que ce soit demain, parce que c'est horrible d'attendre, etc. Le temps avait déjà été pris, mais justement, j'allais vous poser la question ça a pris combien de temps, cette décision? Alors, il y a un protocole. Une fois que moi, j'ai pris la décision en 3 mois, et après, il y a un protocole qui vous contraint d'attendre et qui vous propose à chaque étape d'en rester là. De ne pas aller jusqu'au bout si vous le souhaitez. Ce qui est une chose qui est tout à fait importante, parce qu'en effet, on peut avoir comme ça un sursaut, et c'est inéluctable après, cette annonce. Donc, vaut mieux y penser plutôt 3 fois qu'une. Après, moi, j'ai mal vécu le protocole, parce que je crois que j'avais des questions pour ce protocole que mes interlocuteurs, qu'ils soient médecins, psychologues, psychiatres, et un protocole interdisciplinaire, n'étaient pas en mesure de répondre à ces questions. Et c'était plutôt eux, moi j'avais l'impression qu'ils me renvoyaient mes questions à chaque fois que j'en reposais. Mais vous, qu'en pensez-vous? Je comprends une perspective finalement assez psychanalytique des choses, sauf que là, moi, je n'étais pas en état de penser tout ça, et surtout j'avais envie déjà de commencer à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et j'avais besoin de complices à cet endroit-là, et j'ai pas trouvé ces complices dans ce protocole-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls pour les autres, et moi ça ne m'a pas convenu. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui pour eux de faire ce test en tant que soignants. Ils sont au fond aussi démunis que nous.
Et on est pris ensemble dans une aventure là où, comme ils n'ont pas grand-chose à en dire, c'est plutôt sous forme de précaution que ça se passe. Donc ils font gaffe à voir si on ne va pas s'écrouler trop derrière et tout ça. Moi, j'avais surtout envie de commencer à voir qu'est-ce que je pouvais tricoter à partir de ça. Comme je dis souvent, c'est vraiment c'est artisanal, hein, c'est pas conceptuel. Comment on tricote cette histoire à sa vie? Mais quand j'ai senti que ça se passait pas forcément comme ça dans le protocole, bon, j'ai blindé et puis on m'a dit ok, c'est bon, c'est ok, on va vous faire la prise de sang et vous viendrez chercher le résultat dans 2 mois. Donc en tout, ça a duré 3 mois à peu près le test pour moi. Il y a des personnes pour qui ça dure beaucoup plus longtemps, 9 mois. Moi, ça a duré 3 mois pour réfléchir et 3 mois à partir du moment où j'étais rentrée dans le protocole, un peu moins même. Et donc je suis allée au résultat avec mes 2 meilleures amies. C'est très important de ne pas être seule, ça c'est proposé aussi par l'équipe, ce qui est très bien parce que vous en fait quand vous recevez la nouvelle, notamment quand elle est mauvaise, mais je pense aussi quand elle est bonne, en fait là vous êtes même plus un cerveau, vous êtes 0 cerveau, vous êtes en état de choc, donc on vous dit des trucs mais vous captez pas, donc c'est très important aussi d'être avec des personnes qui vont pouvoir porter cette histoire avec vous après. Et voilà, donc on m'a annoncé ça de manière assez sèche et très rapide. La consultation en question a duré un quart d'heure, c'est pas beaucoup hein, pour commencer à tricoter toute cette histoire. Bon, ça j'en ai beaucoup voulu à l'équipe aussi. Et donc après on vous dit vous revenez si vous vous sentez pas bien, mais moi je suis sortie en me disant je veux plus revenir là parce que aussi sans doute indépendamment de la manière dont ça s'était passé, les pauvres sont contaminés par cette malédiction justement. Donc voilà, on m'a dit c'est mauvais, c'est une mauvaise nouvelle, et vous êtes porteuse. On m'a donné mon numéro, mon nombre de répétitions de CAG, c'est le codon, hein, la répétition du codon dans le gène, qui fait que quand on en a plus un certain nombre, notamment en l'occurrence 38, ça veut dire qu'on va tomber malade. Ceux qui sont en dessous, ça veut dire qu'ils ne tomberont pas malades. Donc c'est très simple. Hein. Et puis on m'a dit à ce moment-là, ça va être très 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 difficile, ça va être insupportable, on m'a dit. Et puis on a dit ça aussi à mes proches, pour vous aussi ça va être insupportable. Donc on est parti complètement comme ça. Et d'autres, je n'ai pas été la seule hein, dans ce cas-là, parce que maintenant je suis dans une communauté d'Huntingtoniens et on échange. Je pense qu'à cet endroit-là, la personne qui m'a dit mon annonce, qui est un médecin, était dans le régime de la précaution. Pour cette personne, c'était nécessaire de dire on prévient du pire, parce qu'au fond, c'est des personnes aussi, les médecins, qui sont hantés par certaines visions qu'elles ont de la maladie, et qui se disent vaut mieux prévenir du pire de ce qui me hante plutôt que de donner des faux espoirs. Mais sauf que c'est très grave de faire comme ça parce que, d'ailleurs je m'en suis expliquée, j'ai discuté après avec ces personnes hein, en disant faites très attention parce que quoi que vous disiez à cet endroit-là, ça imprime exactement comme un nouveau gène finalement, un programme. Si vous nous dites ça va être horrible, vous êtes les pros, les experts de cette maladie, on va vous obéir. On ne va pas dire oh oui mais peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Non, c'est une maladie rare, vous êtes les experts. Si vous dites ça va être insupportable, c'est que ça va être insupportable. C'est que ça va en plus entacher mes proches, etc. Alors que pourquoi vous ne dites pas à ce moment-là c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on n'est pas chez Bisounours. Vous êtes porteuse, ça veut dire que vous développerez à coup sûr, même si j'ai appris depuis que c'est 99%, et par exemple, ça ils ne le disent pas. Pourquoi pas triper sur les 1% restants? Je veux dire, ça c'est dommage de ne pas nous le dire, qu'en fait, c'est pas exactement 100% de certitude de la développer, bon, peu importe. Mais nous dire surtout, et vous savez, cette maladie, elle prend des formes tellement différentes qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour vous. Vous savez comment ça s'est passé pour votre mère, pour votre grand-père, etc. Mais pour vous, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, à quel âge ça va commencer. Tout ce qu'on peut faire, puisqu'on le sait maintenant, c'est vous aider à vivre cette histoire en vous accompagnant le plus possible quand vous en sentirez la nécessité. Et si vous voulez, même
qu'on se voit régulièrement, même avant, parce que pour voir comment vous allez vous dépatouiller avec cette annonce. C'est pas à demander la lune de demander ça. Donc voilà, c'est depuis un peu mon combat de sensibiliser les médecins qui font passer l'annonce, de au moins dire qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer pour la personne. Ils savent les statistiques, ils savent la cohorte qu'ils ont vue, parce que ce sont des grands professionnels et ils voient des malades depuis très longtemps, mais ils ne savent jamais, pour la personne qu'ils ont en face d'eux au moment où ils font cette annonce, ce qu'elle va en faire. Tout son autre patrimoine génétique, son environnement, ses goûts, sa psychologie. Je veux dire, c'est pas en 5 rendez-vous qu'ils en savent plus sur nous. Et donc, la moindre des humilités, à cet endroit-là, c'est de dire, moi, je ne sais pas ce que vous allez en faire, et ça m'intéresse de savoir ce que vous allez en faire, parce que je serai là avec vous, et on va en faire quelque chose de bien ensemble. Ça, c'est pas faire une fausse promesse, Alors justement, c'est justement le problème, probablement. Enfin, parce que comment est-ce qu'on peut interpréter cette violence, quand même radicale comme ça c'est un peu étrange, parce qu'il pourrait faire ce qu'on vient de dire. Je veux dire, effectivement, c'est pas forcément très simple, parce que on peut s'entendre répondre, oui, non, mais c'est pas la peine d'essayer de me ménager. Je veux dire. C'est ça. Dites-moi donc. Dites-moi, c'est pas la peine de vous moquer du monde. Bon. Donc, trouver les mots justes qui permettent que justement on ne pense pas ça. Sauf, ouais. Alors pourquoi ils prennent plutôt ils se font les porteurs d'une malédiction, comme si d'une certaine manière ça les dépassait, comme si ça passait par eux, mais que eux, dans le fond, bon, ils n'ont aucune responsabilité là. C'est assez. C'est toute comment interpréter ça? C'est vraiment une histoire d'ailleurs qui est analysée de manière brillante par Catherine Soljoux dans le livre qu'on vient de faire paraître à Ding Dang Dong, qui s'appelle L'épreuve du savoir, justement. Et où elle a dû en passer, c'est une philosophe historienne des sciences, en passer par l'histoire de la médecine elle-même pour comprendre cette espèce de plus qu'un réflexe, de manière absolue de faire dans la clinique en médecine, la plupart du temps, parce qu'ils ne font pas tous comme ça, vraiment. Moi, ça a été mon expérience, mais je tiens à dire que je ne suis pas en train de dire que tout le monde fait comme ça, et y compris, c'est important de le préciser, les gens qui ont fait ça, comme ça, je pense qu'ils sont en train de plus faire tout à fait comme ça. Je l'espère en tout cas, mais je suis quasiment sûre qu'ils sont en train de pivoter parce qu'on a râlé, justement. On a râlé haut et fort. On a publié, on a râlé, et ça sert à ça aussi. Parce que je crois qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Je crois que, moi je les ai vus en conférence, ils disent que non, que cette certitude, il ne faut pas faire très attention au moment de l'annonce, qu'il faut ouvrir sur aussi des possibilités, etc. Sauf que, pris dans le moment clinique de l'annonce, hop, ils redeviennent, enfin en tout cas dans mon cas et dans le cas d'un certain nombre d'entre nous, des cliniciens qui doivent séparer la maladie du sujet et qui objectivent ça et qui disent vous avez la maladie d'Huntington, les publications et les statistiques disent ça, donc moi je vous dis ça, je vous dis une information à cet endroit-là qui est juste parce que scientifiquement avérée. Je ne pars pas dans des interprétations à cet endroit-là. Donc je pense que se disent, bon là au moins je ne suis pas en train de prendre des risques au fond, sauf qu'en fait, si, parce que les effets sont délétères et ça change tout. Moi, j'ai déjà eu des diagnostics qu'on m'a... Par ailleurs, j'ai eu des diagnostics pour des maladies, une maladie grave, et on m'a fait complètement autrement cette annonce en me disant tout de suite, c'est quoi ce que tu aimes faire dans la vie? Eh bien ça, tu pourras continuer, ça, tu vas le continuer, ça, tu vas continuer. C'était tout de suite, on était inscrits dans l'avenir pendant ce moment où j'ai eu mon diagnostic qui a duré 2 heures. Donc ça, pour moi, c'est un bon... Alors, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça, il y a des problèmes de moyens, etc. Mais quand même, d'abord, pour une annonce, 1/4 d'heure, ça devrait être interdit par la loi. Non. Et puis ensuite, il ne faut pas lâcher les gens comme ça, il faut pouvoir leur dire, écoutez, je veux vous revoir, parce que là, vous êtes sous le choc de toute façon. Et quoi que je vous dise, ce n'est pas définitif. Il faut pouvoir reprendre ce qu'on vient de dire. Une annonce pareille, ça se discute. Donc on va se voir dans 8 jours, après on se verra dans 15 jours. Et vous allez voir, en fait, il faudrait presque faire une annonce en plusieurs coups, quoi. C'est-à-dire, premier coup, oui, vous êtes porteuse, mais on ne sait pas encore ce que vous allez en faire. D'abord, digérer un tout petit peu.
Après, deuxième coup, alors qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah ça, bah oui. Vous voyez, une sculpture là, une création. Des maladies comme Huntington, que ce soit Alzheimer, Parkinson, tous ces trucs-là, c'est des contraintes à devenir créateur. Comme dirait Oliver Sacks, la médecine c'est un art aussi. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'après, il y a des cliniciens qui sont beaucoup moins à l'aise avec ça que d'autres. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est compliqué d'être un grand chercheur et en même temps un clinicien super passionné par la clinique. Ça demandait beaucoup à la même personne. Hein. Mais il y en a des cliniciens qui sont OK de faire cette broderie avec les patients et d'inventer quelque chose qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Alors justement, alors Oliver Sacks c'est le bon exemple puisqu'il est exactement dans la même, il était dans la même logique, mais lui-même souffrait quand même. Mais oui. Ça compte. Mais c'est pour ça. Ça compte probablement. Ah mais quand même, moi c'est complètement mon hypothèse, Patrice. Oui, mais alors non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il souffrait, mais par ailleurs, c'est son terrain, c'est son sujet, il est passionné. Et puis c'est un type complètement charmant. Enfin bon, il a tout, disons, pour aller dans le sens de cette idée de création, justement. Mais je veux pas, c'est pas que je me fais l'avocat du diable, mais disons qu'il y a quelqu'un pour qui c'est une catastrophe et qui se dit tout simplement, bon, alors je perds mon boulot, je perds tout, quoi, finalement, je perds tout. Où est la création là-dedans? Comment je vais... Non, c'est tout. Déjà, c'est de dire, là par exemple, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire au moment où on dit à quelqu'un qu'il est porteur, c'est déjà de lui dire qu'il a du temps. Enfin, je veux dire, sauf s'il est déjà symptomatique, et là, c'est pas tout à fait le même type d'annonce, ni le même type de protocole, de toute façon. Mais s'il n'est pas symptomatique encore, on ne vous annonce pas que vous êtes malade. Moi, je suis ressortie du cabinet, j'étais malade. Hein. C'était il y a 10 ans. Mais j'étais malade, moi j'ai commencé, ça y est, je vais démissionner, je vais tout. Alors que je n'étais que porteuse à ce moment-là, ça voulait dire que j'avais du temps. Et le premier truc qu'il faut dire, c'est que vous avez du temps. Ça ne va jamais arriver du jour au lendemain, je démissionne, je me fais virer, etc. Non, c'est un processus qui est progressif et en plus qui fait comme ça, qui ne fait pas comme ça. Et en plus, si vous le savez, c'est ça de dire aux gens, mais puisque vous le savez à partir de maintenant, puisque vous faites partie des petits pourcentages qui a voulu le savoir, il faut faire quelque chose de ce savoir. Et donc ça commence là. C'est pas évidemment en 2 minutes et vas-y que mais c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est un événement absolument majeur de toute sa vie. C'est peut-être le plus gros événement qu'on puisse subir à ce moment-là. Mais soit qu'on le prenne comme une catastrophe à cet endroit-là, soit qu'on ne le prenne pas comme une catastrophe, ce qui est compliqué, c'est vrai l'annonce. Il faut se dire, oui, mais après la catastrophe, on est encore vivant. Et donc, comme dirait notre marraine, la marraine de Ding Dang Dong, qui dit, la catastrophe, finalement, c'est le moment de l'annonce. Mais après, il faut bien construire dans ce monde où la catastrophe a eu lieu. Alors, on peut décider que ça ressemble à Mad Max, que c'est des ruines, que ça peut aller vers là, selon ce qu'on peut faire, ou ça peut aller vers une tabula rasa, quelque chose à imaginer. Ça peut être quelque chose au milieu, c'est-à-dire mon travail, j'y tiens beaucoup, j'ai pas du tout envie de le quitter. En même temps, il va falloir qu'au bout d'un moment, ça soit adapté. Par exemple, si je suis conducteur autoroutier ou je sais pas moi, médecin, etc., c'est pouvoir se dire à partir de quand je ferai attention de peut-être faire moins de cliniques, des choses comme ça. Mais on peut exercer pendant très longtemps si on est responsable. Et c'est pas parce qu'on a la maladie d'Huntington qu'on cesse d'être responsable. Bien au contraire, parce qu'on sait en plus, soit qu'on est à risque, soit qu'on va la développer. Donc on est super, on est très dans l'auto-observation. Donc si on est responsable, on peut aménager une façon de travailler différente qui soit au bout d'un moment, parce qu'encore une fois, c'est jamais du jour au lendemain, s'adapte au stress qu'on ressent, à la transformation qui commence. Et on n'est pas du tout... Ça peut, moi je connais des gens qui ont travaillé jusqu'au bout, en chaise roulante, parce qu'ils étaient justement, ils avaient toute la boîte les avait suivis. Et voilà. Après, si vous dites rien et que vous voulez absolument rien dire et faire comme si ça allait, non, il n'y a rien, forcément il va y avoir des drames. Ah ben forcément, parce qu'au bout d'un moment, vous dites rien, mais vous fonctionnez
plus comme avant, au bout d'un certain nombre, ça prend des années. Hein. Et là, le fossé est incompréhensible, un peu comme ce qui s'est passé entre ma mère et nous. C'est pareil pour les collègues, le copain, la copine. Si on ne dit rien, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir dire, on vous dit surtout ne dites rien. Mais ça aussi, c'est un problème. Il faut faire confiance un peu dans cette société. Bien sûr qu'il ne faut pas y aller et dire du jour au lendemain à tout le monde j'ai la maladie de Huntington. Mais il faut tâter le terrain, il faut se rapprocher des associations, elles sont nombreuses et tout à fait intéressantes en France. Pour prendre conseil, tu vois, là je travaille dans la fonction publique, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors tu devrais aller voir le médecin du travail. Ou alors là non, justement pas. Il faut se passer des... Il y a plein de marges en fait, il y a plein de trucs qu'il faut aller recueillir. Il faut s'assurer avant de faire le test. Il y a plein de choses à faire en fait pour se garantir un avenir qui ne soit pas catastrophique. Mais si vous êtes tout seul, que personne ne vous dit ça, et que vous sortez du cabinet dont je vous ai parlé, alors évidemment c'est la catastrophe. Je pense à cette histoire de création. C'est quand même pas un mot anodin. Et d'ailleurs, création, enfin la poésie, ça veut dire création en grec. Donc là, pour aller très vite, disons, mais faire une psychanalyse qui marche, entre tout ça est entre guillemets évidemment, mais bon, faire une psychanalyse qui marche parce qu'on a quand même, on a l'impression peut-être de venir d'un peu loin et de réchapper de quelque chose, enfin d'avoir besoin de passer par là pour continuer à vivre, pas à survivre, mais continuer à vivre. Au bout du compte, c'est acquérir des outils. C'est vraiment acquérir des outils et d'une certaine manière acquérir une pratique, des connaissances, une pratique, un savoir, et qui va vraiment servir toute la vie. Alors, une façon d'être, je dirais pas forcément une méthode, parce que ça c'est beaucoup trop simpliste, mais une façon d'être, une façon d'envisager le monde, une façon de s'interroger, une façon de se dire qu'il n'y a peut-être pas de réponse, enfin voilà, des choses très souples. Mais ça change tout. Et à partir de là, mais à partir de là seulement, on peut éventuellement parler de création, parce que, enfin, elle va être possible à partir de là, parce qu'on n'est plus prisonnier, disons, enfin entièrement prisonnier ou uniquement prisonnier de sa névrose. Il y a autre chose, il y a des outils, bon voilà. Alors ça c'est... Bon, alors est-ce que dans cette idée de création, il y a la même idée? C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser... on ne sait pas ce qui va arriver, mais peu importe. Il y a un postulat qui est « je ne vais pas me laisser enfermer, dévorer, anéantir, enfin bon, par cette maladie ». Et à partir d'elle, comme si elle était une espèce d'outil, je vais créer quelque chose. Je vais en tout cas changer ma vie, ce que j'aurais peut-être pas fait d'ailleurs, hein, si j'avais pas ça, parce que je sais comment ça marche. Enfin, je sais comment ça marche, je sais... C'est ça l'idée. Là, je te suis jusque-là, parce que le problème avec... Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, que ce soit psychanalyse ou un autre chemin, hein, ça peut être... une réflexion qu'on a sur soi-même, qu'on peut faire aussi sans psychanalyse. Ça peut être d'être accompagné par des thérapeutes ou pas. En tout cas, en effet, il faut un sacré recul pour arriver... Enfin, c'est pas un recul uniquement, mais c'est être... J'appelle ça l'équipage, moi. Il faut être équipé. Et en effet, ça demande d'être équipé. Sinon, on est juste en panne, on sait pas, le cerveau tout seul là, enfin la pensée peut pas impulser ce mouvement dont je parle. Moi, j'avais la chance d'avoir énormément lu, d'être entourée par des penseurs, parce que dans mon travail, et c'est ces gens que je suis allée voir en leur disant « Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» En leur disant « C'est une vraie question pour des philosophes, par exemple, c'est une question fabuleuse. » Et ils m'ont tous dit « Ben oui, c'est une question absolument fondamentale. Si la philosophie, elle ne peut pas aider à cet endroit-là, alors au fond, à quoi elle sert ?» Maintenant, quand tu dis que la création, elle peut arriver à partir du moment où on sait, au fond, vraiment très bien qui on est, parce que du coup, on sait mieux ce qui va se passer. Le souci l'enjeu avec une maladie comme Huntington, c'est qu'on est vraiment dans l'inconnu quand même. Hein. Encore une fois, je ne sais absolument pas, moi, si je vais être choréique, si je vais... qu'est-ce que ça va être au niveau de la pensée ?
Ma métamorphose, est-ce que je vais devenir quelqu'un de très agressif peut-être, parce que je ne vais plus supporter rien, je vais dire au monde, allez vous faire foutre. Ou au contraire, je vais devenir comme un Bouddha. Ma mère, elle est devenue comme un Bouddha. Maintenant, elle est vraiment zen du matin au soir. Enfin, faut pas, dès qu'elle n'est pas d'accord, elle repart dans son dragon. Mais la plupart du temps, elle est très zen. Bon, je ne sais absolument pas ce que ça va être. Il y a quand même une composante avec une énigme qui est comme presque une créature finalement, un être qui d'une certaine manière nous possède, c'est une manière très radicale de dire les choses, mais qui est intéressante. Moi, je ne le vois pas comme une possession de moi avec un être extérieur, je le vois plutôt comme quelque chose qui, au fond, est en moi depuis le début, parce que je suis née avec cette mutation. D'ailleurs, des études commencent à sortir sur les enfants porteurs, très compliqué à faire pour des raisons éthiques, parce qu'on n'est pas censé connaître le statut avant 18 ans. Mais aux États-Unis, ils ont réussi un peu à se débrouiller, à contourner cette règle. Ils ont fait des études et qui montrent qu'en fait, les enfants porteurs ont une sociabilité bien plus grande que les enfants non porteurs. Alors, ça, c'est pour dire que peut-être que je suis un petit peu différente depuis le début avec cette histoire-là. Et donc, ça me constitue, entre autres, parce que je suis constituée de plein d'autres choses que de ça, et ça, c'est très important de le rappeler pour tous ceux qui vivent des histoires pareilles. On n'est pas que cette maladie, on est tout un ensemble qui va faire quelque chose avec, entre autres, cette énorme contrainte-là et cette énigme-là. Mais le monde de venir, j'en ai aucune idée. Je m'amuse parce qu'il se trouve que j'écris à imaginer parfois en écriture ce que ça sera. Et je m'amuse bien parce que je me dis, alors puisque c'est ça le génial, ce qui est génial avec l'écriture, c'est qu'on peut tout imaginer. Alors là, j'ai pas de barrière sauf mon imagination. Donc je m'amuse, j'écris un journal du futur qui raconte comment en fait ça se passe très bien pour moi dans 40 ans, où je suis, dans quel fauteuil électrique je suis, à la Stephen Hawking, avec une voix synthétique magnifique qui peut repuiser dans mon archive personnelle que j'ai reconstituée pendant tout ce temps-là, etc. Je me fabule quelque chose qui n'est pas complètement délirant, hein, qui peut être tout à fait... on n'est pas loin de ça aujourd'hui avec les outils de communication augmentée. Donc voilà, moi je m'amuse avec ça. Maintenant, peut-être que je serai complètement à côté de la plaque et je serai autre chose. Mais ça n'empêche pas qu'à pendant tout ce processus, je serai... En tout cas, il y a une chose que je ne serai pas, c'est que je ne serai pas victime. C'est-à-dire cette posture des malades comme victimes, et ça c'est quelque chose quand même qu'on voit depuis très longtemps dans les maladies neurodégénératives, ben ça suffit quoi, hein, parce que c'est pas parce qu'on a ça qu'on est forcément victime de tout et que donc on est en passivité à devenir un patient donc et pour toujours, et qu'au fond ce sont les autres qui au bout d'un moment ont légitimité pour dire où vous êtes, ce que vous ressentez et ce qu'il vous faut. Donc ça par contre c'est quelque chose que je vais essayer de maintenir un maximum jusqu'au bout, et quand je vois ma mère à 72 ans, comment elle arrive à être totalement maîtresse de ce qui se passe par rapport aux décisions qui sont prises à son égard, je me dis bon, c'est possible quoi. Et c'est un repère important pour moi. Mais les autres repères, à part tous les malades que je rencontre, et ils sont tous différents, mais moi ils m'apportent énormément, c'est mes guides. Je fais des groupes de parole avec des porteurs et des malades, et c'est des gens absolument fabuleux, et je me sens évidemment une fraternité particulière hein, avec eux. C'est comme si on était dans une, je sais pas, une communauté confraternelle, et on se comprend très très bien, et il y a beaucoup de tendresse entre nous. Et donc rien que ça, de se sentir pas seul, parce que ces gens-là existent et qui sont devant moi, et que c'est mes grands frères et mes grandes sœurs d'aventure, et qui me montrent qu'on peut avoir du désir jusqu'au bout, des plaisirs jusqu'au bout. Je me dis, bon, je ne sais pas ce qui m'attend, mais c'est possiblement peuplé de tout ça. Le mot-clé là, ce sont les possibles. Que sont tous ces possibles quoi. Et c'est de les susciter déjà maintenant, parce que c'est ça qui fait que on n'est pas en panne et complètement démuni. On est équipé par ces possibles, quoi, au fur et à mesure qu'ils émergent. Qu'est-ce qui serait vraiment spécifique
Parce que là, je sens, alors évidemment, en même temps c'est logique, hein, mais bon, je sens une espèce de revendication, quoi. Quelque chose qui est vraiment propre à Huntington, qui n'est propre qu'à Huntington. Je suis pas sûre. Non, ah oui. Enfin, non, honnêtement, justement au congrès, à l'université d'été à Nantes, on a discuté, il y avait à la tribune, il y avait des personnes atteintes d'Alzheimer qui se sont exprimées très clairement, exactement, en disant des choses très proches de ce que je viens de dire. J'en ai marre qu'on dise à ma place ce que je ressens, j'en ai marre qu'on ne me prenne pas au sérieux, qu'on me parle comme un enfant. Je ne suis pas un enfant, j'ai beau avoir Parkinson, Alzheimer, Huntington, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes à qui il arrive quelque chose qui nous rend différents. Mais ne nous considérez pas comme des bébés, on est jusqu'à très loin responsable et on peut équiper cette responsabilité de telle manière à ce que quand on ne puisse plus s'exprimer, elle puisse continuer d'être activée. Donc c'est ça aussi à mettre en place, c'est l'inverse d'une position de victime en disant maintenant, à partir de maintenant, les mecs, allez-y. Donc je pense que ce n'est pas spécifique à Huntington. Ça. Mais d'ailleurs, le VIH, enfin la communauté des personnes qui avaient le sida ont complètement ouvert cette voie-là dans les années 80 en disant mais hors de question d'être des victimes. Si on est victime, c'est de l'inégalité de l'accès aux soins, ça oui, et là on va se battre. Mais on n'est pas fondamentalement des victimes. On sait ce qu'il nous faut, ne nous traitez pas comme soit des repris de justice, soit encore une fois des enfants irresponsables. On veut participer à la façon dont on va nous traiter. Et bien, cette question-là, elle se pose avec beaucoup de retard, mais elle se pose maintenant pour les maladies dites neurodégénératives. Maintenant, on va dire neuroévolutives, parce que c'est quand même plus juste. Parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à dire que la vie est une maladie neurodégénérative, ce qui est le cas, au vu des critères d'une maladie neurodégénérative. Et donc, ça est en train d'arriver dans ce champ-là, mais c'est évidemment plus long parce que ça touche à la cognition. Et à ce moment-là, on se dit, et là on est dans des débats philosophiques, jusqu'où une personne est la même alors que sa cognition change. Ben, on fait le pari qu'avec Huntington, en tout cas, là je ne parlerai pas au nom des Alzheimer ou des Parkinson, mais pour Huntington, ben, la personne elle est là jusqu'au bout. Et c'est à tout ce qui l'entoure d'arriver à la suivre et à la comprendre. Et ça demande de faire des pas de côté incroyables. Ça demande de ralentir énormément son rythme, de ne plus être dans la conversation ping-pong, mais d'être dans un moment comme quand avant, là, quand on s'appelait d'Australie, il y avait un décalage téléphonique de quelques secondes. Ben là, ça peut prendre quelques minutes, voire quelques jours, voire même vous pouvez avoir une réponse à une question un mois plus tard. Mais vous l'aurez, si vous savez l'écouter. Bon, ben ça c'est particulier, mais c'est pas forcément une catastrophe. C'est juste que c'est très différent de ce dont on a l'habitude. Mais c'est pas forcément une catastrophe.